À 84 ans, Chuck Norris partage avec nous une vérité incroyable et choquante sur son ami Bruce Lee. Chuck Norris et Bruce Lee ne sont pas seulement devenus des figures emblématiques et légendaires des arts martiaux, mais ils ont également tissé une belle amitié au fil des années. Pendant que Chuck s'est transformé en une véritable sensation sur Internet, la vie de Bruce a pris une tournure tragique, s'arrêtant bien trop tôt. Encore aujourd'hui, les circonstances entourant sa disparition demeurent floues. Toutefois, une récente déclaration de Chuck Norris a ravivé les discussions autour de nombreuses théories relatives à la mort de Lee, suggérant notamment qu'elle était due à un œdème cérébral, alors que d'autres évoquent une possible carence en sodium. Même après 5 décennies écoulées depuis son décès, nous continuons à chercher une conclusion satisfaisante. Mais il semble que son ami proche détienne les réponses, car Chuck Norris a finalement décidé de dévoiler la vérité étonnante sur les circonstances autour de la mort. De Bruce Lee. Comment se sont rencontrés ces deux géants ? Bruce Lee et Chuck Norris se distinguent comme deux des personnalités les plus marquantes dans le monde des arts martiaux et du cinéma d'action. Mais qu'est-ce qui les a réunis et comment leur amitié a-t-elle évolué pour devenir l'une des rivalités les plus célèbres de l'histoire du cinéma ? Retour en arrière, vers la fin des années 1960, une période où Lee et Norris commençaient à briller dans leurs carrières respectives. En ce temps-là, Lee avait déjà conquis l'attention à Hong Kong grâce à ses films révolutionnaires tels que The Big Boss et Fist of Fury, affirmant sa place comme une véritable superstar des arts martiaux. De l'autre côté du monde, Norris faisait sensation en tant que champion. L'un des affrontements les plus inoubliables de la grande histoire cinématographique ? Remontons à la toute fin des années 60, une époque où Lee et Norris émergeaient comme des étoiles brillantes sur la scène de leurs disciplines respectives. À cette période, Lee avait déjà gagné une notoriété significative à Hong Kong grâce à ses films innovants tels que le Big Boss et Fist of Fury, se positionnant comme un véritable phénomène dans le monde des arts martiaux. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Norris créait un véritable engouement en tant que champion. Le grand patron et point de la colère se démarquant comme un véritable phénomène dans le monde des arts martiaux. À l'opposé du globe, Norris attirait tous les regards en tant que champion incontesté. Mondial de karaté, remportant un grand nombre de titres et de compétitions, tant aux États-Unis qu'à l'international. Leur rencontre s'est produite lors du célèbre championnat ouvert de karaté, All American, en 1967, un événement déterminant où Norris s'est imposé, tandis que Lee a fasciné le public par sa démonstration électrisante d'arts martiaux. Après cette compétition, les deux maîtres des arts martiaux ont créé des liens et ont échangé sur leur passion commune pour le combat, ainsi que sur la philosophie qui entoure les arts martiaux. Reconnaissant leur respect mutuel et leur connexion, Lee et Norris ont décidé d'intensifier leur amitié en s'entraînant ensemble dans le jardin de Lee. Lee, toujours réceptif aux nouvelles idées et techniques, a rapidement réalisé les avantages des conseils de Norris, notamment en matière de coups de pied. Au départ, Lee était convaincu que les coups de pied ne devaient pas dépasser la taille, un principe qu'il avait intégré dans sa philosophie martiale. Cependant, Norris lui a fait découvrir le concept des coups de pied hauts, mettant en lumière la stratégie avantageuse de cibler les zones vulnérables comme la tête lorsqu'il y avait une opportunité. Reconnaissant la pertinence de l'approche de Norris, Lee a relevé le défi d'intégrer ces coups de pied hauts dans son répertoire. En seulement 6 mois d'entraînement assidu, la maîtrise de Lee en matière de coups de pied hauts était comparable à celle de Norris, un accomplissement qui témoigne de l'adaptabilité de Lee et de son engagement à apprendre de nouvelles compétences. En retour, Norris a également été impressionné par les qualités exceptionnelles de Lee, sa rapidité, sa puissance et son approche unique de la philosophie du combat. Immergé dans le style visionnaire du Jeet Kune Do, Norris a acquis des perspectives précieuses sur une philosophie martiale qui dépasse les frontières des pratiques traditionnelles. Le Jeet Kune Do, souvent désigné comme la voie de l'interception, incarne l'esprit avant-gardiste de Lee.
Contrairement au système martiaux classique, le Jeet Kune Do ne se limite pas à des techniques rigides. Il privilégie plutôt la fluidité et l'adaptabilité, aussi bien en combat que dans la vie quotidienne. Au cœur de la philosophie du Jeet Kune Do résident des principes de simplicité, de directivité et de liberté. À sa fondation gît le concept d'interception, une approche qui consiste à prévenir les attaques ou les intentions de l'adversaire avant qu'elles ne se manifestent clairement. La mise en œuvre de l'interception exige une conscience aiguë, un timing parfait et une capacité à s'ajuster rapidement aux évolutions des situations, des caractéristiques inhérentes à la philosophie martiale de Lee. Dans le cadre de l'entraînement au Jeet Kune Do, les pratiquants maîtrisent l'interception à travers une variété de techniques, telles que les coups de poing, les coups de pied, les coudes, les genoux, ainsi que les pièges, les blocages et les projections. Toutefois, le Jeet Kune Do ne se limite pas à un simple art martial, mais plutôt à une véritable philosophie de vie. Il encourage l'ouverture d'esprit, témoigne de l'agilité impressionnante de Lee et de son dévouement inébranlable à perfectionner ses compétences. En retour, Norris a été tout aussi impressionné par les atouts indéniables de Lee, sa rapidité, sa force et son approche novatrice à la philosophie du combat. Immersé dans le style distinctif de Jeet Kune Do, Norris a pu acquérir un cerf précieux sur une philosophie martiale qui dépasse largement les frontières des pratiques traditionnelles. Le Jeet Kune Do, souvent qualifié de voie du point d'interception, illustre parfaitement l'esprit audacieux de Lee. Contrairement aux systèmes martiaux classiques, le Jeet Kune Do ne se limite pas à des techniques rigides. Il incarne plutôt la fluidité et l'adaptabilité, tant dans le combat que dans la vie quotidienne. Au cœur de l'éthique du Jeet Kune Do se trouvent des principes, tels que la simplicité, la directivité et la liberté. À sa fondation repose le concept d'interception, une méthode qui consiste à anticiper et à contrer les attaques ou les intentions de l'adversaire avant même qu'elles ne se manifestent pleinement. L'exécution de l'interception demande une vigilance accrue, un timing parfait et la capacité à s'ajuster rapidement à des situations en constante évolution, une caractéristique fondamentale de la philosophie martiale de Lee. Dans la formation au Jeet Kune Do, les pratiquants apprennent à intercepter en utilisant un large éventail de techniques, englobant les coups de poing, les coups de pied, les coudes, les genoux, les pièges, les blocages et les projections. Mais le Jeet Kune Do va au-delà d'un simple art martial. C'est véritablement une philosophie de vie. Il encourage l'ouverture d'esprit, la flexibilité, la créativité, ainsi que la quête de la conscience de soi et de l'épanouissement personnel, comme l'a si bien conseillé Bruce Lee, sont des valeurs essentielles. Les pratiquants devraient s'efforcer de découvrir leur propre parcours, intégrer ce qui leur semble bénéfique, écarter ce qui est superflu et ajouter ce qui est véritablement personnel à leur pratique. Chuck Norris a été profondément marqué par l'engagement passionné et l'énergie débordante de Lee, ce qui a permis de tisser un lien fort entre eux. Ensuite, sans crier gare, Lee a contacté Norris avec une offre captivante. Après avoir connu le succès avec 2 films à Hong Kong, il était maintenant enthousiaste à l'idée de franchir de nouvelles frontières cinématographiques en créant une scène de combat inédite. Lee souhaitait que Norris devienne son partenaire d'affrontement dans cette aventure cinématographique révolutionnaire, solidifiant ainsi leur amitié croissante et leur coopération professionnelle. En 1972, lorsque Bruce Lee a lancé une invitation à Chuck Norris pour coécrire son 3e film, intitulé Le Retour du Dragon, un projet qu'il à la fois écrit et réalisé, Le Retour du Dragon est une comédie d'action d'arts martiaux hongkongaise datant de 1972 et représente le seul effort de réalisation complet de Lee, étant également le dernier film qu'il a sorti de son vivant. En plus de Lee, le film met en vedette Nora Miao, Robert Wall, Wei Ping
et Chuck Norris, dans des rôles majeurs. L'intrigue suit Tang Long, un artiste martial talentueux, originaire de Hong Kong, qui se rend à Rome pour prêter main forte à ses amis Chen Qinghua et à son oncle Wong lorsqu'il fait face aux intimidations d'un chef de la pègre locale souhaitant contrôler son restaurant. Tang Long met à profit ses compétences en kung-fu pour défendre le restaurant contre des gangsters, tout en s'imprégnant des sons et de la vie dynamique de la ville. Le point culminant de ce film expose Tang Long face à Colt, l'assassin engagé par le chef du crime, dans un duel épique se déroulant dans le majestueux Coliseum. Le Retour du Dragon a connu un succès monumental au box-office, amassant plus de 130 millions au niveau international, malgré un budget initial modeste de 13 000. Générant ainsi un retour sur investissement bien supérieur à la mise de départ. Ce film est devenu le plus rentable de 1972 à Hong Kong, conservant également le titre de film hongkongais le plus lucratif de tous les temps lors de sa sortie. Son impact s'est également fait ressentir aux États-Unis, où il a été présenté sous le Retour du Dragon en 1974 et est devenu le premier film de Hong Kong à occuper la première place du box-office américain. Salué par la critique, le film est souvent considéré comme l'un des meilleurs films d'arts martiaux jamais créés. Mettant en avant le talent et le charisme exceptionnel de Bruce Lee, tant derrière que devant la caméra. Ces scènes emblématiques, y compris le duel avec les nunchakus, la bagarre dans le couloir et l'affrontement final avec Chuck Norris, ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire cinématographique. À travers son récit bourré d'action, Le Retour du Dragon témoigne également de la philosophie des arts martiaux de Lee, qui privilégie l'adaptabilité, l'ingéniosité et l'expression personnelle. Le combat final entre Lee et Norris a lieu dans les vieux murs du Coliseum, recevant une reconnaissance massive comme l'une des meilleures séquences de combat jamais filmées. Chaque artiste martial met en avant ses compétences et ses caractéristiques uniques. Lee fait appel à sa vitesse et son agilité fulgurante, tandis que Norris libère sa force impressionnante et son endurance inébranlable. Il est à noter que la bagarre est acclamée pour son authenticité, puisque les combattants délivrent des coups avec toute leur puissance et expriment leur respect mutuel, évident dans les salutations respectueuses, échangées avant et après le combat. Finalement, Lee triomphe de Norris, terminant le duel avec un geste significatif d'honneur, plaçant sa veste sur son adversaire vaincu comme un acte de respect. Chuck Norris a partagé sa propre perspective sur la perte prématurée de Bruce Lee. Dévoilant ses réflexions lors d'une démonstration d'arts martiaux à une convention de San Diego Comic-Con, la mort prématurée et mystérieuse de Bruce Lee, Norris, étant proche de lui, était bien au fait de ses problèmes de santé et de son mode de vie. Lee a connu un incident majeur lorsqu'il a tenté de soulever des poids. Au-delà de ses capacités, provoquant une hernie discale dans son dos. Cette blessure l'a contraint à rester hospitalisé pendant 3 semaines. Les médecins ne expression de soi et d'aller au-delà de ses propres limites, ce qui a conduit à une hernie discale dans son dos. Cette blessure lui a valu une hospitalisation de 3 semaines. Les médecins, ne sachant pas s'il retrouverait sa capacité à marcher, l'incident tragique a eu lieu en 1968, durant une séance d'haltérophilie, plus précisément au moment où il réalisait un exercice appelé « bon matin ». La hernie discale a engendré des douleurs intenses et a considérablement limité ses mouvements, nécessitant une intervention chirurgicale ainsi que des médicaments pour une récupération efficace. En dépit des recommandations médicales lui conseillant de privilégier le repos et la guérison, la détermination et l'impatience de sa part l'ont poussé à poursuivre un entraînement intense, ainsi que des efforts physiques. Il a continué à pousser son corps jusqu'à ses limites, ignorant ainsi les avertissements qui lui prodiguaient des conseils pour
assurer une guérison adéquate. De plus, il luttait contre un métabolisme rapide, cherchant sans cesse à accroître son poids et sa masse musculaire pour nourrir son régime strict. Il maintenait une diète riche en protéines et se supplémentait avec des produits tels que le ginseng et la gelée royale, afin d'augmenter ses niveaux d'énergie et optimiser ses performances. Il s'adonnait également à l'habitude de consommer d'importantes quantités d'eau, atteignant parfois jusqu'à 10 litres par jour, dans un objectif de détoxification de son organisme. Norris a fait état de sa quête incessante de perfection et de son désir d'exceller dans tous les aspects de sa vie. Pendant son séjour à Hong Kong, alors qu'il se préparait pour son film suivant, Lee a collaboré avec l'actrice Betty Ting Pei, qui devait jouer son partenaire. Lee a souffert de maux de tête sévères durant cette période, poussant Betty à lui fournir des antibiotiques pour atténuer son inconfort. Malheureusement, la combinaison des médicaments qu'il prenait pour ses douleurs dorsales et des antibiotiques a entraîné une réaction indésirable, causant un gonflement cérébral et provoquant soit un anévrisme, soit une rupture de cellules sanguines dans son cerveau. Selon Norris, la nuit de sa disparition, il était encore à Hong Kong, en pleine préparation de son prochain projet, le jeu de la mort, tout en travaillant avec Betty Ting Pei, qui était aussi sa compagne. Il a rencontré un autre mal de tête intense. Cherchant un soulagement, il a demandé à Betty un de ses antidouleurs sur ordonnance, sans se douter qu'il contenait de l'aspirine. Norris a mis en avant le fait qu'il était allergique à l'aspirine et que l'ingestion inopinée de ce comprimé, combinée avec ses autres médicaments, ses suppléments et sa consommation excessive d'eau, a entraîné une réaction dans son corps, résultant en un œdème cérébral ou un gonflement du cerveau. Suite à la disparition prématurée de Bruce Lee, Chuck a rendu hommage à sa mémoire à travers de nombreuses interviews et publications. Norris a chaleureusement décrit Lee comme une figure hors du commun, le créditant d'avoir été une force révolutionnaire, tant dans le domaine des arts martiaux qu'au cinéma. Il a mis en lumière la nature humble et généreuse de Lee, soulignant comment ses enseignements l'avaient inspiré à se battre pour son amélioration personnelle, exprimant ainsi ses sentiments sincères. Norris a regretté l'absence de Lee et a partagé son regret de ne pas avoir pu voir sa croissance continue ainsi que ses réalisations. Le point de vue de Matthew Polly sur la mort de Bruce Lee est quelque peu distinct. Bien que le récit de Norris ait été scruté, certains éléments concordent avec les conclusions établies par Lee's biographe, Matthew Polly. Dans son livre « Bruce Lee, une vie », Polly avance un argument convaincant, suggérant que la disparition de Lee soit le résultat d'un coup de chaleur. Ce phénomène se manifeste lorsque le corps n'arrive pas à réguler sa température, entraînant défaillance d'organes, lésions cérébrales et finalement la mort. La théorie de Polly est soutenue par des recherches approfondies et une analyse rigoureuse des divers éléments et indices entourant la vie et la fin tragique de Lee. Polly souligne 3 facteurs principaux qui rendent Bruce Lee particulièrement vulnérable aux coups de chaleur. Premièrement, Lee avait subi une opération pour retirer ses glandes sudoripares sous les bras, pour améliorer son apparence. L'écran. Toutefois, cette procédure compromettait la capacité de son corps à réguler la température par la transpiration, situation particulièrement problématique dans le climat chaud et humide de Hong Kong. Les glandes sudoripares jouent un rôle essentiel dans le processus de thermorégulation et leur ablation accroît le risque de troubles liés à la chaleur. Deuxièmement, le dossier médical de Lee inclut un épisode antérieur de coup de chaleur qui s'est produit 10 semaines avant sa tragique disparition. Négligez pas les risques de chaleur excessive. D'autre part, l'historique médical de Lee comprenait un épisode antérieur de coup de chaleur survenu 10 semaines avant sa disparition. Alors qu'il enregistrait des répliques pour Enter the Dragon, il a connu un incident.
où il s'est soudainement effondré et a commencé à avoir des convulsions. Dans une pièce mal aérée, ce qui a mené à son hospitalisation et à un diagnostic d'œdème cérébral. Bien que les médecins aient tenté de le traiter avec du mannitol afin de réduire le gonflement cérébral, Polly suggère que le coup de chaleur a été la cause fondamentale négligée par les professionnels de la santé. Le docteur Lisa Lyon appuie cette perspective en mettant en évidence le risque accru de récidive du coup de chaleur, ainsi que le potentiel de dysfonctionnement multiorganique durant le processus de récupération, ce qui pourrait entraîner des conséquences à long terme sérieuses, y compris un handicap ou la mort. En outre, ajoutant à son analyse, Polly évoque les circonstances entourant la disparition tragique de Bruce Lee, durant cette chaude journée de juillet 1973, alors que les températures atteignaient 33,9 degrés Celsius ou 93 degrés Fahrenheit. Lee se trouvait dans l'appartement de sa compagne, Betty Ting, se plaignant de maux de tête et prenant de l'équagésique, un mélange d'aspirine et d'un calmant. À la recherche de répit, il s'est isolé dans son lit, se couchant sous une lourde couverture. Poe avance que la combinaison de ce médicament, de la couverture et de la chaleur torride a créé les conditions parfaites pour un coup de chaleur fatal. De plus, il suggère que le médicament aurait pu masquer des signes comme la soif, la fatigue et la confusion, empêchant Lee de réaliser le début d'un coup de chaleur et de demander de l'aide. La théorie de Poe trouve écho dans les conclusions de l'autopsie, révélant qu'il n'y avait pas de réactions allergiques, telles que des éruptions cutanées ou des soucis de respiration, tandis que les analyses sanguines de Lee montraient des niveaux normaux d'aspirine et de calmants, écartant ainsi une surdose. Notamment, cerveau révélait une augmentation de 133% du gonflement, ce qui est révélateur d'un œdème cérébral. Également, le témoignage du docteur Donald Langford, après avoir examiné les restes de Lee, vient soutenir l'idée d'un coup de chaleur comme cause majeure de son décès. Une des théories les plus fascinantes entourant l'analyse des restes de Lee vient renforcer l'idée d'un coup de chaleur comme cause primordiale de son décès. L'une des théories les plus fascinantes entourant la mort de Bruce Lee implique des triades, un groupe criminel organisé chinois notoire qui opère à Hong Kong et au-delà. Selon cette version des faits, Lee aurait attiré l'ire des triades durant son séjour à Hong Kong, les incitant à planifier sa disparition pour plusieurs raisons. Premièrement, sa façon non conventionnelle de représenter les arts martiaux chinois dans ses films était perçue comme un défi direct aux normes traditionnelles, défendu par la communauté des arts martiaux, dont certains membres étaient supposément liés aux triades, en brisant les conventions et en introduisant des techniques novatrices. Lee menaçait l'influence des triades sur les arts martiaux et manquait de respect pour leur héritage culturel. Ensuite, le refus de l'aider de céder aux exigences de protection financière des triades représentait un risque économique pour leur activité. En tant qu'acteur, producteur très prospère, la résistance de Lee à l'extorsion pouvait potentiellement saper le pouvoir des triades sur l'industrie cinématographique florissante de Hong Kong. De plus, les aspirations de Lee d'élargir sa carrière au niveau international, notamment à Hollywood, menaçaient de réduire l'autorité des triades sur lui, les incitant à le considérer comme un adversaire redoutable qui devait être éliminé. Enfin, des différends personnels ou des vendettas personnels auraient pu alimenter l'envie des triades de viser Lee. Sa nature directe et sa confiance inébranlable ont dû provoquer des confrontations avec des membres ou des complices des triades, entraînant des ressentiments latents jusqu'à une fin tragique. Il est également concevable que des interactions de Lee avec certains dirigeants ou membres des triades aient pu provoquer des sentiments de ressentiment ou de vengeance. Par ailleurs, des
Relations amoureuses de Lee, y compris celle avec l'actrice Betty Ting, présente au moment de sa mort, auraient pu générer de la jalousie ou de l'animosité parmi certains membres des triades, les poussant à vouloir porter atteinte à sa vie ou à ternir son image. Selon la théorie des triades, il existait plusieurs méthodes que le syndicat aurait pu employer pour se débarrasser de Lee, comme l'empoisonnement, les tirs, les coups de couteau ou l'étranglement. Toutefois, le scénario le plus fréquemment évoqué implique l'utilisation du dim-mak, souvent désigné par l'expression « toucher de la mort ». Cette technique vise des points de pression spécifiques sur le corps, capables d'engendrer des dommages internes, voire la mort. Il est plausible que les triades aient sollicité l'aide d'un artiste martial talentueux, possiblement un rival ou un ancien disciple de Lee, pour administrer le dim-mak, que ce soit directement ou de manière indirecte. Les conséquences qui en résultent, telles que l'œdème cérébral ou l'arrêt cardiaque, auraient pu être des causes directes du décès prématuré de Lee. La théorie reliant les triades prend de l'ampleur, grâce à divers indices et témoignages circonstanciels. Tout d'abord, Lee aurait reçu de nombreuses menaces de mort, et ses projets cinématographiques auraient été perturbés par les triades. De plus, seulement 2 mois avant sa mort tragique, Lee a souffert d'un épisode d'œdème cérébral, que certains avancent être une tentative infructueuse, sur sa vie impliquant le dim-mak. Le jour où il a trouvé la mort, Lee était accablé par des maux de tête et des vertiges, des symptômes compatibles avec les effets du dim-mak. Par ailleurs, Lee avait récemment fréquenté un restaurant qui serait supposément détenu par des triades, ce qui suscite des soupçons d'empoisonnement ou d'attaque. Pour ajouter à l'intrigue, il a été retrouvé décédé dans l'appartement de Betty Ting Pei, qui est soupçonnée d'avoir d'éventuels liens avec les triades, suggérant une implication potentielle. La présence d'échymoses et de marques d'aiguilles sur le corps de Lee alimente encore plus les spéculations, laissant entendre des actes malveillants ou des tentatives des triades de dissimuler leurs méfaits. Un mentorat s'est achevé trop tôt. Un mentorat qui se termine maintenant, symbolisant un lien indéfectible avec la famille de Lee, surtout son fils, Brandon Lee. Norris est devenu une figure de guidance dans la vie de Brandon. Bien qu'il n'ait que 8 ans lors du décès de son père, Brandon a hérité de la passion ardente de son père pour les arts martiaux et le cinéma. Suivant les traces de son père, Brandon a embrassé une carrière d'acteur, jouant dans des films mémorables comme Showdown in Little Tokyo, Rapid Fire et The Crow. Norris a également joué les rôles de mentor et d'ami pour Brandon, offrant conseils et soutien dans sa formation, ses choix de carrière et ses défis personnels, y compris la gestion de problèmes comme le racisme, la tension des médias et les attentes familiales. Norris tenait affectueusement Brandon comme un fils, exprimant une immense fierté pour ses réussites et son caractère. Tragiquement, la vie de Brandon Lee a été interrompue en 1993, à l'âge de 28 ans, suite à un accident tragique sur le tournage de The Crow. Son statut de célébrité et les attentes de sa famille. Norris voyait Brandon comme un fils adoptif et exprimait une immense fierté pour ses succès et son. Lors d'une scène utilisant un pistolet factice, Brandon a accidentellement été touché par une balle réelle au lieu d'une balle à blanc, entraînant des blessures mortelles. Malgré un transport d'urgence à l'hôpital, il n'a pas pu surmonter la gravité de ses blessures. L'annonce de la mort prématurée de Brandon a secoué sa famille, ses amis et ses admirateurs, représentant une autre perte douloureuse dans la lignée de la famille Lee. Éprouvé par cette tragédie, Chuck Norris a rendu hommage à Brandon lors de ses funérailles, exprimant sa profonde tristesse pour la perte d'une personne extraordinaire. Norris se rappelait de Brandon comme d'un acteur doué au potentiel exceptionnel, mettant en lumière l'impact majeur de sa disparition. Il comparait la perte de Brandon à celle de 2 fils et trouvait du réconfort dans l'idée qu'il se retrouverait dans l'au-delà.
Depuis la mort de Lee, une série d'incidents tragiques a suivi, comprenant la fusillade fatale de son fils Brandon Lee sur un plateau de tournage, ainsi que les disparitions ou décès mystérieux d'associés proches de Lee, possiblement dans un effort pour réduire au silence des témoins. Certains avancent que Bruce Lee aurait pu être victime de la soi-disant malédiction de la famille Lee. Selon cette croyance, la famille Lee serait sous l'emprise d'un esprit malveillant ciblant ses membres masculins, entraînant leur mort prématurée, souvent de manière violente. Cette présumée malédiction a lourdement affecté de nombreux membres de la famille Lee. Au-delà de Bruce et de son fils Brandon, qui est décédé dans un accident tragique alors qu'il travaillait sur The Crow. Mais quelle est l'origine de cette malédiction ? Et y a-t-il des preuves concrètes de sa réalité ? La notion de la malédiction de la famille Lee est profondément enracinée. Parcours. Mais qu'en est-il de la malédiction ? Et existe-t-il des preuves tangibles de son existence ? La notion de la malédiction qui pèse sur la famille Lee est profondément ancrée dans le folklore chinois et les croyances populaires. Certains récits retracent les origines d'une lignée qui remonte à un général célèbre nommé Li Yan, ayant vécu durant la dynastie Tang. Li Yan s'est illustré comme un guerrier à la loyauté et au courage exemplaire, défendant l'empereur contre les insurgés. Cependant, son audace lui a également valu des ennemis, y compris un sorcier puissant qui aurait formulé une malédiction sur Luen et sur tous ses descendants. Cette malédiction aurait alors stipulé qu'aucun d'entre eux ne pourrait atteindre l'âge de 33 ans. D'un autre côté, une version alternative de cette légende lie la malédiction à une autre figure marquante de l'histoire familiale de Lee, un général de la dynastie Song. Il est généralement présenté comme un traître, ayant formé une alliance avec les Mongols, les envahisseurs, trahissant ainsi son empereur. En représailles à cette trahison, le sorcier de la cour impériale aurait maudit Linné et sa descendance, prédisant leur mort par le feu ou le métal. Quelle que soit leur véracité, ces récits ont profondément influencé les croyances et les décisions de la famille Lee à travers les siècles. Les parents de Bruce Lee, Lee Hoi-chen et Grace Ho, étaient des personnes extrêmement spirituelles et superstitieuses, notamment après la perte tragique du frère aîné de Bruce avant même sa naissance. Bien que la cause exacte du décès de son frère reste floue, certains suggèrent qu'elle pourrait être liée à la fameuse malédiction. Préserver Bruce des forces malveillantes, ses parents ont pris des mesures préventives. Ils lui ont donné le surnom de Petit Phénix et l'ont habillé en fille, allant même jusqu'à lui percer les oreilles, dans l'espoir de dérouter toute entité maléfique en le prenant pour une. Par ailleurs, ils se sont abstenus de l'appeler par son vrai nom, Jun Fan, craignant que cela n'attire de manière involontaire l'attention des esprits. Les parents de Bruce Lee étaient profondément convaincus par la croyance en le destin, ou Ming, qui soutient que le parcours de vie de chacun est déjà tracé par des forces célestes. En quête d'indices, ils consultaient des voyants et des astrologues qui révélaient que Bruce avait un destin solide et prometteur, quoique jonché d'obstacles. Ils l'avertissaient qu'il rencontrerait de nombreux défis et adversaires, conseillant une vigilance accrue quant à sa santé et sa sécurité. Malgré leurs efforts pour écarter Bruce de l'influence à la fois de son destin et de la fameuse malédiction, ils n'ont pas réussi à le dissuader de poursuivre ses rêves. Dès son jeune âge, Bruce Lee a montré un esprit intrépide et aventureux, passionné par les films d'arts martiaux et le défi. À l'âge de 18 ans, il s'est rendu aux États-Unis, où il s'est immergé dans l'étude, l'enseignement et l'élaboration de sa philosophie novatrice des arts martiaux, le Jeet Kune Do. Parallèlement, il a démarré une carrière à Hollywood où il a été confronté au racisme et à la discrimination, mais a réussi à briser les barrières et à dissiper les
stéréotype en atteignant le succès. Il est devenu non seulement une icône du cinéma, mais aussi un symbole d'émancipation, de motivation. Toutefois, son triomphe n'était pas exempt d'adversité, puisqu'il s'est acquis des ennemis, des rivaux et des critiques en cours de route. Alors que nous approfondissons les circonstances mystérieuses entourant la mort précoce de Bruce Lee. Les révélations apportées par Chuck Norris offrent un éclairage fascinant. Des théories sur l'œdème cérébral à la spéculation sur l'implication des triades et au mythe persistant d'une malédiction familiale. Pourtant, la vérité reste insaisissable. Quelles sont vos réflexions sur ces révélations ? Pensez-vous que le récit de Norris aide à élucider le mystère ? Trouvez-vous que la réalité demeure encore voilée ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner pour davantage de contenu captivant. Je vous retrouve lors de notre prochaine vidéo. À bientôt. Les récits captivants. Je vous retrouve très bientôt dans notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.